Bienvenue à tous, toujours un régal de vous retrouver. On est entre nous pour vous garder bien informés de tout ce qui fait bouger vos professions, ce qui va vous motiver, vous inspirer ou vous inquiéter. Le syndicat LUMI vous rassure chaque mois avec des professionnels de vos secteurs, de l'hôtellerie et de la restauration. L'expérience, la passion, l'opiniâtreté de vous déjà. Votre présidente Danielle Chavant, bienvenue, ça va ? Oui, bien sûr, bonjour. On est toujours très content de vous recevoir, ainsi que votre directrice Gaëtane Besson-Chavant, ça va ? Très bien, merci beaucoup. La règle du jeu avec Véro, les Bonjour. tendances avec Chou tout à l'heure et l'actu avec les invités, c'est parti. Mais tout de suite avec le chiffre. Le chiffre du mois, c'est 3, c'est le nombre d'étapes en Isère du Tour de France 2026. Voirons les 22 et 23 juillet, l'Alpe d'Huez les 24 et 25 juillet, le Bourdoisan 25 juillet et un beau rayonnement global pour notre département et l'occasion de faire le plein dans nos hôtels, restaurants et bars. Jouer le jeu, ça vaut vraiment le coup. Ces produits en Isère, les fruits du Valkyrie, 4 générations de passion du fruit au cœur de l'Isère à Saint-Prime, ou Saint-Prin, je ne sais pas comment on prononce, Jérôme et Nicolas, c'est sûr. Jérôme et Nicolas Jury cultivent abricots, pommes, fraises et cerises avec une exigence constante de qualité gustative. Engagés dans une démarche agroécologique, l'exploitation valorise un savoir-faire local, respectueux de l'environnement. Pensez à eux pour composer vos plats salés ou vos délicieuses salades de fruits locales à la carte des desserts. Allez, le sujet brûlant de notre chronique syndicale tout de suite. Est-ce que c'est toujours brûlant un CA ? Pas forcément. Le nouveau CA de l'UMI 38 que vous allez nous présenter, Danielle Chavant, qui vient d'être réélu pour 4 ans à la tête de l'UMI 38 avec 25 autres professionnels des CHR à vos côtés. Tout se passe bien ? Oh, parfait. On a une très belle équipe qui est là maintenant, avec beaucoup de, peut-être un peu trop de jeunes femmes, ces messieurs, je ne sais pas, mais elles répondent beaucoup plus souvent présentes et elles sont toujours très actives. Voilà. En quoi est-ce qu'il peut être idéal, ce conseil d'administration ? Il doit être représentatif, il doit être... Alors déjà, il y a chaque branche, sur le plan national c'est pareil, donc on reproduit en département. D'accord. Chaque branche a un président avec son équipe parce que l'hôtellerie n'est pas le souci des cafetiers par exemple. Bon, il y a toujours accueil du client, etc. Mais ce sont quand même des métiers très différents. Nous on fait le grand écart. Hein. On a si bien un 5 étoiles que le plat du jour du petit café du coin. Donc il faut que on ait une représentativité aussi au niveau de notre CA qui parlent, qui leur donnent envie de se dire tiens, je serai écoutée aussi. Et même le petit food truck aussi. Il y a, là je me tourne vers Véronique qui sait répondre. Oui. La restauration rapide qui adhèrent chez nous et qui font partie de nos adhérents. D'accord. Oui, c'est important. Et d'ailleurs, puisque Lucille vous ouvrez un petit peu là-dessus, nous avons mis cette année, en fait, sur cette nouvelle bureau, nouvelle élection, la branche des traiteurs. C'est nouveau, ça, alors. Alors, qui était un petit peu avec nous déjà, mais pas aussi présent, parce que le national, depuis 4 ans, on a créé vraiment la branche des traiteurs avec un président qui est Valérie Ponce, qui est une jeune femme efficace et qui porte vraiment, pour donner une belle dimension aussi au mot traiteur, qui était souvent, on va prendre un traiteur. Non, aujourd'hui, il faut que le traiteur soit un restaurateur, un événementiel, un organisateur. Il y a beaucoup de qualités. C'est pas... Et puis, on s'aperçoit que de plus en plus, le rôle traiteur prend une place importante dans la vie de nos clients. Parce que, on ne va pas parler d'insécurité, mais voilà, globalement sur le plan national, on ne va pas parler qu'à Grenoble. Donc, peut-être que le Français a moins envie le soir de sortir. Tout le monde a levé un peu le niveau de la décoration de son intérieur, de sa maison, et veut quelque part le montrer, recevoir chez lui. Et le traiteur a une place maintenant importante. On prend un traiteur. Alors, je ne parle pas pour les grands événements, ça c'est autre chose, location de salle, etc. Ça permet aussi à certains domaines d'être sauvés
parce qu'ils sont devenus j'appelle ça des maisons à mariage. Et il faut qu'un traiteur intervienne à ce moment-là. Oui. Donc, ils ont vraiment un rôle très, très important. Accompagnateur, vraiment d'événements. Des spécificités propres, qui ne sont pas les spécificités du restaurateur ou de l'hôtelier ou du bar. Donc, c'était en créant cette branche traiteur, le national voulait vraiment dire, on sait que vous avez des spécificités, on va les traiter avec vous et on va les défendre aussi auprès du gouvernement. Donc, on est la déclinaison locale. Nous, c'est pour ça que j'ai tenu à faire appel vraiment à nos traiteurs locaux. Parce que peut-être c'était un peu des indépendants, ils menaient leur vie. Voilà, ils nous rejoignent et il y a des. Voilà. Est-ce que je vais peut-être vous donner la liste, peut-être rapidement les noms un petit peu. Voilà. Alors, nous avons un petit peu agrandi, étant donné que cette année, puisque nous avons créé cette maison de l'hôtellerie et de la restauration de l'Isère. Vous rappelez, c'est avenue Jean Perrault. Merci. Voilà, exactement. Pour moi, c'est de Grenoble ou à la sortie. C'est un projet tellement ancien que j'ai l'impression que tout le monde doit le savoir. Nous accueillons, puisque c'est une maison, les maîtres restaurateurs avec comme président Laurent Gras. Le club hôtelier avec comme président Cyril Sarrazy. Pardon, ça. Je pense Cyril Sarrazy, c'est ça. Pensez aux Sarrasins, on ne voit pas. Ils ne sont pas arrivés. Après, nous avons aussi l'AFDOTSI, donc avec Latour, c'est ça. Philippe Latour, pardon, il est là, excuse-moi, je pourrais lire son nom. Et évidemment, Activéo, qui est notre centre de formation avec le président national, qui est Michel Bedu. Voilà, j'ai cité tout le monde. Ça, ce sont les présidents de ces organismes qui sont de fait dans notre CA, puisqu'ils sont avec nous, c'est la profession. Donc, important. Donc aujourd'hui, nous avons agrandi un petit peu, on a 22 membres, avec des retours intéressants. Fabien Zébar, qui est notre ancien président, qui revient avec nous. Alors, dans l'ordre, Angélique Aguilar. On a voulu aussi cibler un peu les massifs alpins. Donc c'est les Deux Alpes, le Chalet Mounier aux Deux Alpes. Ouais. Olivier Caillat, les Trois Brasseurs, hôtel Pomois et Chirol. Rachel Calabresse, le Chaouaté, pardon, quand je le lis, on ne lit pas aussi bien, qui est une vieille famille bien connue. Et voilà, cette jeune femme nous rejoint. Bon, moi-même, c'est le parent alphabétique, excusez-moi. Nicolas Cressel, qui est le pub au Callaghan, on ne le cite plus, il est investi avec nous depuis très longtemps. Dominique Dicaro, qui est de la grande famille des fermes à Dédé, qui est notre trésorière jusqu'à ce jour. Charles-Henri Ducré, Frédéric Frendo, lui qui va représenter les bars, mais peu importe, je vous donne les noms. Patricia Grelot, qui est aussi de massif Alpes d'Huez. Alors là, en traiteur, nous avons Patrice Knesch, pour pas bien prononcer, Loïc Lardin, Luc Magnac, qui est le Vercors, Jérémy Mongione, Éric Marcella, qui est le Nord-Isère, parce que c'est important. Le Nord-Isère, on a un département un peu éclaté, mais ils sont très présents. Vincent Muraz, Émilie Perret, aussi une nouvelle avec les traiteurs. Pierrick Riondé, Ali Retail, qui est avec nous depuis longtemps. Là, le Nord-Isère à nouveau qui nous rejoint avec Samuel Suissa, Sabrina Joutis, pardon, trop dire que les prénoms, on oublie les noms. On affichera leurs noms. Voilà, mais voilà. Amandine Vantard, c'est aussi le Vercors. Fabien Zébar qui nous retrouve, qui est de Sassenage et qui est l'ancien président. Bon. Voilà, une belle équipe qui ont envie d'être avec nous et on parlera des projets plus tard, mais il y a des choses très importantes. Vous avez présenté tout le monde, sauf Charles-Henri Ducré d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Si, vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas présenté. Oui, bah, il est hôtelier, restaurateur. Plusieurs qu'elle a pas présenté. Oui, et pardon. Non, mais dans les établissements, voilà. Et vous voyez qu'il y a donc cette représentation par branche et la représentation, comme Daniel le soulignait à chaque fois, du territoire. Voilà, puisque nous sommes un syndicat départemental, donc c'était important. Okay. C'est important aussi d'assurer cette représentation. Voilà. Très bien. Donc, il y a une branche hôtel, une branche restaurant, une branche café bar et monde de la nuit. C'est exactement, oui, c'est vrai, exactement, la nuit. D'accord. Et puis, bien sûr, nos traiteurs, les bienvenus aujourd'hui. Et une branche saisonnier également. Oui, oui, c'est vrai. Oui, non, mais saisonnier, mais parce que comme le national voulait. Voilà. Et donc l'idée aussi, c'est d'être en contact en permanence, de se retrouver aussi, des réunions en permanence. Et beaucoup de visio aussi, parce que tout le monde est coincé dans son job. Et voilà. Puis on a un super équipement maintenant aussi au syndicat. Donc voilà. Parfait. Donc bienvenue à cette branche traiteur, on a compris, aussi bien pour les individus. Donc pour les particuliers. Essentiellement les traiteurs événementiels qu'on va représenter. Voilà, c'est le code APE des traiteurs événementiels. D'accord. Qui ont un rôle qui évolue de plus en plus vers un accompagnement vraiment global plutôt qu'on vient vous servir le buffet.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel, et un excellent mandat, alors, de 4 ans, hein, c'est bien ça? C'est ça. Très bien. Eh bien, on vous retrouve encore ici pour 4 ans, et tout de suite, eh bien, on accueille nos invités. Et on va d'ailleurs parler de ce qui ne se voit pas, mais qui doit toujours être considéré avec la plus haute attention. C'est le handicap invisible dans les CHR. Alors, on vous accueille ici aujourd'hui, Claire. J'ai peur d'écorcher votre nom. Bichelet. Bichelet. Claire, bienvenue. Vous êtes référente handicap à l'IMT Grenoble. Et Agnès Vetroff, bienvenue aussi. C'est ça, c'est Vetroff qu'on dit? C'est ça. Voilà, présidente de l'association AP10 France. Il faut des référents handicap au regard du personnel qui évolue, qui travaille dans les CHR aussi. C'est quelque chose qui est assez récent ou pas? Ah non, les référents handicap dans nos établissements, c'est... En CHR? Alors, c'est pas CHR, oui. c'est Centre de formation pour apprentis. Ok. Voilà. Non, il y en a depuis plus de 20 ans. Moi, j'ai pris le relais de Monsieur Etex, qui est parti à la retraite. D'accord. Mais il exerçait depuis plus de 20 ans, oui. Donc, une profession qui a toujours considéré, qui n'a jamais fermé les portes à qui que ce soit, au contraire. Et ça, on doit le savoir dès le début de la formation. Oui. À savoir qu'il y a des jeunes qui arrivent dans nos formations qui ont indiqué ou qui ont prévenu l'entreprise qu'ils avaient un handicap, et d'autres pas du tout. Ou d'autres qui ne savaient pas qu'ils avaient un handicap. Donc du coup, bon, parfois on a des belles découvertes, et parfois ça peut être une gêne dans l'entreprise, parce que l'employeur dit « mais enfin il est complètement sot », alors que non, il n'est pas sot, mais il y a des choses à faire et à ne pas faire. D'accord. Donc des indications plus importantes pour ce type de jeunes. Elle évolue beaucoup, cette notion de handicap invisible. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? De dyslexie, de dyspraxie, de tous les 10. On a de plus en plus de jeunes TDAH. TDAH, trouble du déficit de l'attention. Parce que là, on part dans tous ces mots que tout le monde ne connaît pas et ne comprend pas. Peut-être que, Agnès, vous pouvez nous décrypter tous ces handicaps invisibles dont on parle. Tous ces mots se chapeautent sous le nom de troubles neurodéveloppementaux. Donc on a dit dyslexie, mais en plus c'est compliqué parce que les mots changent en plus. Dyslexie, maintenant ça devient trouble spécifique du langage écrit, mais ce qui est simple, c'est que c'est une difficulté d'accès à la lecture, donc en rapidité de lecture, et une difficulté d'accès à l'orthographe. Le trouble du langage oral qu'on appelait autrefois la dysphasie, c'est une difficulté sur l'expression de l'oral, ou la compréhension, ou les deux, ça dépend. Donc tous ces troubles vont être quantifiés par des bilans. Quel que soit le trouble, c'est des bilans qui vont dire s'il y a handicap ou pas. Donc, alors par exemple, là, si on prend déjà ces 2 premiers troubles que vous venez d'évoquer, du coup, qu'est-ce que, au niveau de l'application, au niveau des métiers des CHR, par exemple, vous avez un jeune apprenti qui va vous annoncer être dyslexique ou dysphasique. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire aux professionnels qui va les accueillir? La difficulté, c'est que les besoins de chaque jeune sont différents, sont jamais les mêmes. Parce que, c'est important de le dire. Chacun a sa façon d'exprimer son trouble et a mis en place des compensations ou pas. Certains ont mis en place des outils de compensation. On ne va peut-être pas les retrouver dans des formations restauration avec des outils spécifiques, mais il y a des endroits où on peut avoir des outils spécifiques qui font que le trouble n'est plus visible. Tout dépend de la personne, des aides qu'elle a eues en cours de scolarité et Et quelles difficultés? Alors pardon, mais certains ne sont pas diagnostiqués à 15 ans déjà ou à 16 ans. Donc est-ce que vous aussi vous intervenez pour peut-être conseiller et dire là il y a peut-être quelque chose et on va non seulement en prendre compte et on va vous accompagner? Alors les accompagner, on essaie de les accompagner au mieux, mais c'est souvent en fait le rôle des familles d'accompagner leurs... Voilà. Donc vous allez les conseiller et identifier des choses peut-être? Parfois, alors on n'est pas des... Poser des questions en tout cas. Voilà, on se pose des questions, on interpelle, mais on ne pose pas des diagnostics. On n'est pas... Oui, bien sûr. Absolument pas notre travail. Non. Mais du coup, on essaye d'accompagner au mieux, d'aller dans l'entreprise. Et souvent, en fait, le jeune sait ce qu'il a besoin. Enfin, souvent, il sait ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui cause très très souvent problème, c'est les consignes.
C'est-à-dire que le chef, par exemple, le chef de cuisine va dire « tu me fais ça, puis après tu fais ça, puis après… » voilà, ça y est. Quand on est perdu. TDAH, donc on en a parlé tout à l'heure, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, bon, c'est de plus en plus, aujourd'hui on en parle de plus en plus, c'est quelque chose qui doit être posé aussi pour accompagner au mieux, pour identifier les tâches aussi. Oui, ça. mais alors, une fois… On peut faire ça avec un tel ou pas avec un tel, c'est ça? S'il y avait une baguette magique pour nous dire avec un tel on peut faire comme ça, avec un tel on peut faire comme ça, ce serait formidable. Exemple, quel trouble qui va être difficile avec notamment les consignes? Quel trouble va être le plus… La double tâche, ça peut être les dyslexies, ça peut être le TDAH, ça peut être les troubles autistiques aussi. Ça dépend. Donc c'est aussi la question, sur quelqu'un qui est diagnostiqué, lui poser la question qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce qui t'est difficile, c'est le meilleur moyen d'aborder sa connaissance de ce qu'il peut faire. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas diagnostiqué, on en trouve encore, on en trouve moins qu'auparavant, mais on en trouve encore. Depuis la loi de 2005, on a quand même progressé dans la quantification et dans la détection de cette population, mais il reste encore des gens qui traversent les années sans savoir. Et c'est gênant parce que ça fait des adultes qui se pensent bêtes un petit peu. Et quand on est diagnostiqué, on est différent. On comprend son trouble et on peut se mettre en œuvre pour essayer de le compenser au maximum. Oui, en tout cas, s'ils ne se sentent pas bêtes eux-mêmes, c'est l'entourage aussi qui souvent voit aussi les stigmatiser et qui ne sait pas. Donc c'est là aussi que vous intervenez, en tout cas pour… on intervient pour répondre aux questions des familles, des parents et des jeunes, sur les jeunes adultes aussi, donc en voie professionnelle, et se poser la question, est-ce que j'ai intérêt à entrer en entreprise avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, RQTH, ou est-ce que j'ai intérêt à ne pas le dire et à rentrer en cachette? Voilà, toutes les questions sont bonnes à se poser. Et vous, la P10, vous travaillez avec l'UMI, justement, vous êtes… Est-ce qu'on peut… Alors, Véronique fait partie de cette association. D'accord. Oui, jusqu'à l'année dernière, effectivement. Okay. Donc au niveau de l'UMI, elle est une ressource sur tous ces sujets. D'accord. Tout à fait. Oui, j'étais membre du CA, de la P10 pendant 15 ans, je crois, à peu près. Et donc, je faisais également, entre autres, je faisais des permanences téléphoniques pour répondre aux questions des parents. Puis, on faisait également des forums, on faisait des congrès qui étaient fort intéressants. Et donc, effectivement, la notion de handicap invisible, c'est un sujet que je connais très, très bien. Et donc, je peux éventuellement accompagner les professionnels qui se posent la question en discutant avec lui. J'ai un salarié, en fait, il comprend rien, il est bête. Et c'est là qu'on va, de par ce que je connais, je vais pouvoir un petit peu approfondir et lui expliquer les différents troubles et ce pourquoi il ne comprend pas et éventuellement le mettre en relation avec la P10 qui va lui expliquer les troubles et qu'est-ce qu'on peut éventuellement mettre en place pour lui. D'accord. Et pas le perdre. Ce qui est très important, et ça évolue beaucoup aujourd'hui dans les métiers. Là, on a parlé de handicap. Ceux qui nous regardent et disent dyslexie, voilà, la notion de handicap, on peut le dire, la compensation chez les dyslexiques, c'est un super pouvoir. Il n'y a pas de frein à ces métiers. On peut citer Johan Comte, par exemple, qui a une dyslexie massive et qui aujourd'hui dit que c'est justement, c'est ce qui l'a aidé à toujours aller au bout, à persévérer. Voilà, il faut vraiment dire que c'est absolument pas un frein. Il y a un handicap qui doit être considéré. C'est pas un frein et on peut faire des grandes choses avec ces handicaps et même s'en servir. Derrière la difficulté, il y a aussi ce super pouvoir, oui, ces grandes compétences. Pour ceux qui ont été bien aidés, il y a le développement de compétences peut-être plus fortes que chez d'autres personnalités qui n'ont pas de troubles, mais c'est toujours particulier. C'est la possibilité de manager une équipe, c'est la possibilité de déléguer les choses, c'est de voir les choses en 3D, d'être très créatif, d'être… voilà, il y a des points forts importants, si on sait les développer. Voilà, et si on en tient compte, on rappelle que la NASA recrute en priorité des dyslexiques. Donc c'est dire que, mais dans les CHR, il y a quand même effectivement des difficultés dont on doit, dans les CHR ou tout type d'établissement, on doit prendre en compte très sérieusement cette… Mais en France, on ne le dit pas encore souvent dans son CV. Alors que dans d'autres pays, on peut le dire. Nous, dans le CV, dans la lettre de motivation, on ne l'annonce pas. Oui, d'autres pays sont plus avancés sur ces thématiques-là. Par exemple, oui, aux États-Unis, on peut dire son trouble parce qu'on sait qu'il y a des compétences qui vont avec. En France, on est tout de suite mis dans la file d'attente si on l'annonce très souvent. Et
Et l'important aujourd'hui, c'est effectivement de sensibiliser les professionnels et de se dire, ce qu'on dit tout à l'heure, mais il est bête celui-là, je lui dis de faire ça et ça, il fait la deuxième consigne et pas la première, il est bête. Non, il n'est pas bête, il a peut-être un léger trouble de l'attention et on va l'aborder autrement. On va lui donner une monoconsigne, on va le faire autrement et ça fonctionne très bien. C'est juste, c'est ça, c'est vraiment sensibiliser les professionnels. Vous avez sûrement une personne qui a une pathologie, un type de handicap, multidis, trouble d'attention ou un syndrome autistique léger, ça existe, et il réagit d'une certaine manière, on va l'aborder autrement. Et en le sachant, en l'abordant autrement, tout le monde il va devenir aussi compétent, même plus que les autres, mais parce qu'on va l'aborder autrement. Et c'est ça qu'il faut pas dire, qu'il mais faut il n'écoute vraiment, rien, ou elle n'écoute rien. il ne faut pas dire, voilà, il n'écoute rien, je lui demandais quelque chose, il se met dans un coin, il ne le fait pas, peut-être qu'il se met dans un coin parce qu'il a un léger syndrome autistique, et que le fait d'assimiler une nouvelle consigne, une nouvelle tâche, il va prendre un petit peu plus de temps. Donc on va lui donner plus de temps pour qu'il assimile. Et ensuite, une fois qu'il l'a assimilé, il va peut-être fonctionner très bien. Et aujourd'hui, il me semble que le chiffre est assez élevé de personnes qui sont porteurs d'un trouble. Depuis 2005, on a le droit de dire qu'on a un trouble en France. Donc on le dit. Ah, d'accord. C'est juste ça qui se joue. C'est qu'avant, on le cachait. Il y a beaucoup de personnes. Enfin, où c'est encore très. On est à 15-18% de la population. Déclaré. Oui. Mais en études supérieures, on est à 3% de la population. Donc on a encore des gens qui sortent trop vite du système scolaire. D'accord. Et qui vont vers des métiers, qui vont vers des métiers manuels, et en l'occurrence non choisis aussi. Et c'est aussi ça la problématique, c'est qu'ils ont des métiers non choisis. Donc une personne qui a une certaine pathologie de dyspraxie, par exemple, que l'on met dans nos métiers en restauration, un dyspraxique qui a la difficulté de mouvement, le très fin, va effectivement pas pouvoir travailler correctement. Alors en fait, c'est juste qu'il a été mal orienté. Je pense aux maîtres de stage ou d'alternance, par rapport à vous, madame, les apprentis. On a un rôle très, très important. Il faut beaucoup de bienveillance. C'est une vraie volonté, c'est comme un engagement. Moi, je me retrouve avec 2 alternants, un qui va être avec moi 1 an et l'autre qui est en stage. Celui qui est en stage n'a rien dit, il est daltonien, il a peut-être d'autres choses, peu importe. Moi, celui que je vais avoir pour 1 an, il est venu, il a tout dit, tous les dit dont vous me parlez. Je lui dis, écoute, tu me plais, tu as le regard intelligent, vif, tac, on va faire, on fait tu me reparles plus de rien, on va faire avec, et on va, voilà. Et j'ai senti ce garçon qui, ça y est. Ça va pas être facile, j'ai bien compris, parce que le premier truc plateau, c'était un cocktail, il y avait des trucs à couleur là. Alors il dit au chef qui n'était pas au courant, il dit, chef, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'avais oublié, je lui dis, tu vois, ce qui est vert, c'est concombre, machin. Voilà. Et je dis, ma vieille, reprends-moi sa copie. Je dis, tu vois, là, c'est machin, et ça, c'est là. Bon. Donc, nous, il y a un boulot énorme pour toute l'équipe, le maître d'hôtel. Il faut de la bienveillance. Alors, bon, quand on sait faire, on sait faire. Mais il faut, je pense, il y aura peut-être quelque chose à faire avec nos adhérents pour leur dire, voilà. Je pense que ça va rebondir avec un bon zeste. Oui, tout à fait. Nos visio-réunions. Voilà. Qui va permettre de plus approfondir le sujet. Là, c'était d'alerter, de dire, c'est... Le bon zeste, alors c'est notre série de webinaires et réunions tous les mois. Ça dure 1 heure, de 15 à 16, et on aborde un sujet avec un expert. Voilà. Donc, en général, c'est intéressant de poursuivre en fait, les échanges liés à la Web TV avec notre bon zeste, parce qu'on peut plus approfondir. Bon, parfait. Si je puis juste dire, vous serez sûrement d'accord, et ne dites pas, vous, en tant qu'employeur, quand vous entendez ce genre de choses, aujourd'hui, ils ont tous quelque chose. C'est très important. Oui, peut-être, et enfin, ce qui peut éviter aussi beaucoup de malentendus. Et non, c'est important. Quand on arrive avec quelque chose, c'est qu'il y a eu un problème, qui a été un problème, ou des comportements qui ont été identifiés, et on peut faire avec et faire des grandes choses avec. Tous les dyslexiques célèbres, on en connaît quelques-uns, Einstein entre autres. C'est tout bon ? Merci beaucoup à vous. Et puis renseignez-vous aussi sur ces thématiques qui sont aussi finalement assez passionnantes. Véro, on te garde ici, c'est à toi. Avec ton service, on va faire une petite pause d'ailleurs. Exactement. Allez.
Mais une pause avec Véro, elle est toujours très instructive. Alors, est-ce que c'est partout pareil? Est-ce qu'elle est obligatoire? On veut tout savoir sur la pause. Effectivement, donc en fait, il faut savoir que les salariés ont droit à une pause légale de 20 minutes consécutives dès lors qu'ils travaillent 6 heures et plus par jour dans l'établissement. Donc la pause est de 20 minutes. Alors la pause peut se décliner de deux manières. Il y a effectivement ce qu'on appelle la pause 20 minutes que l'on va intégrer dans la pause repas, ce qui est dans nos métiers. Donc en fait, je répète, dans nos établissements, si l'on nourrit nos salariés, les salariés pendant cette pause repas, on va intégrer ces fameuses 20 minutes de pause obligatoire dans cette pause repas. Je répète, la pause de 20 minutes qui est inclue dans la pause repas est une pause dans laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Donc il peut téléphoner, manger, prendre un café et ainsi de suite. Donc la pause repas en tant que telle n'existe pas dans la législation, dans la convention collective sur le temps de pause repas. Alors il est conseillé d'avoir une pause repas de minimum 30 minutes, voire 45 minutes pour effectivement que le salarié puisse manger correctement et sans se presser. Toujours. Les 6 heures, pardon, elles ne sont pas nécessairement consécutives. C'est 6 heures dans un CHR, de travail une pause de 20 minutes. Dans une journée. Dès lors qu'on travaille plus de 6 heures dans une journée dans son établissement, on a droit à ces fameuses 20 minutes de pause. Mais pas consécutive. C'est ce que dit lui. Les 6 heures, pas consécutives. Voilà, c'est 6 heures par jour de travail, effectivement. On a droit à 20 minutes de pause. Par contre, la pause, elle doit être consécutive. On ne peut pas faire 2 pauses de 15 minutes. J'en fais 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi. Même si le salarié a eu droit à 30 minutes de pause, il n'a pas ces 20 minutes consécutives. Donc, ce n'est pas valable. Il faut que ce soit minimum 20 minutes. Donc, nous, on pallie à cette obligation de pause sans le savoir du fait, dans les restaurants, du fait qu'on a une pause repas. Et en fait, elle est intégrée là-dedans. Mais je pense, par exemple, à d'autres établissements comme les bars, comme les hôtels, où ils ne nourrissent pas leurs salariés et qui travaillent plus de 6 heures. Il y a bien une pause de 20 minutes à faire. Il faudra penser à la faire, celle-ci. D'accord. Daniel qui regarde comme ce qui réfléchit. Non, on est sur la pause repas. En fait, on est dans la pause obligatoire réglementaire de 20 minutes, mais que dans un restaurant, on l'intègre dans le repas. Donc en fait, on l'oublie d'elle-même, puisqu'elle est, pendant qu'on mange, on fait cette fameuse pause. Excuse-moi, oui. 2 fois 3 quarts d'heure, ça fait 1h30 par jour quand il y a les 2 repas. Ça, c'est pas dans les heures de travail, les heures de repas. Oui. L'heure et demie, par exemple. Effectivement, le repas en lui-même, c'est du travail dit non effectif, non rémunéré, puisqu'il peut vaquer librement ses occupations. Oui, voilà. La pause obligatoire réglementaire du Code du travail, qui est de 20 minutes, elle est également non rémunérée, puisqu'il peut aussi vaquer ses occupations. Ah, okay. Donc, oui, mais si, excuse-moi, parce que, voilà, il y a des cas, tout d'un coup, il disparaît. Je sais pas ce qui est passé celui-là. Ah, mais c'est ma pause. Nouveau, alors, j'allais en venir. Donc, ces fameuses pauses, je vous rejoins, Daniel, bien évidemment, qu'il faut les encadrer. Bah oui, parce que. Ah, mais ça, c'est l'employeur qui va l'encadrer. Ça sera après la pause. Ce que tu dis, c'est que dans nos métiers, enfin, dans la restauration, c'est géré. Grosso modo, c'est géré parce qu'il y a la pause repas dedans, donc c'est géré. Et donc, parfois, on l'oublie en elle-même. C'est-à-dire que le Code du travail vous oblige à donner 20 minutes de pause dès lors que le salarié travaille plus de 6 heures chez vous. D'accord ? Ça, c'est l'obligation Code du travail. Un hôtel, une personne qui travaille de 9h à 18h dans un hôtel à la réception, dans ces 9h, 18h, il faudra qu'il ait 20 minutes de pause. Mais ça peut être pendant son temps de repas. Ça peut être pendant le temps de repas. Il faut qu'il y ait un minimum. Les deux ne sont pas payés. Les hôtels bureaux et les bars ne nourrissent pas le personnel. Ça dépend, hôtel bureau. Oui, ça dépend, mais je parle des deux clauses. C'est pour ça que je vous dis, nous, dans nos restaurants, de façon générale, étant donné qu'on nourrit les salariés, c'est une obligation de nourriture, on intègre ces fameuses 20 minutes réglementaires du Code du travail dans cette pause sans s'en rendre compte. En fait, elle y est dedans. Donc concrètement, quand je parle, j'ai bien compris, hein, 1h30, dans mon cas où ils ont 1h30 par jour de ces 2 fois 45 minutes. Voilà, 45. C'est bien. Je peux leur dire qu'ils ont eu leur pause et qu'ils n'ont pas à disparaître, prendre une pause. Tout à fait. Voilà. Eh ben, c'est bien. Est-ce que vous voulez savoir ? Oui, tout à fait.
Non, ils l'apprennent quand même, mais c'est pas grave. Dans un règlement intérieur, Alors, bien sûr, quand on rencontre certaines difficultés avec les salariés, donc j'allais y venir, bon, il y a la pause repas et on va parler également de la pause cigarette. C'est là où ça pose problème. C'est là qu'il faut vraiment encadrer. Parce que, effectivement, si le salarié n'a pas compris qui, pendant sa pause repas, il a eu droit à ces fameuses 20 minutes de pause, il va falloir le lui rappeler par une note de service, par un règlement intérieur. Après arrive, et c'est plus difficile à gérer, c'est la pause cigarette, qui en même n'existe pas, cette pause cigarette. La pause cigarette, rien n'oblige l'employeur à accorder une pause cigarette. Donc il peut, effectivement, il va l'encadrer, soit par « Ok, j'accepte que tu fasses une pause cigarette, mais ça sera à l'heure que j'aurai décidé en fonction du service, et au temps que j'aurai décidé, bien sûr, toujours par écrit, une note de service ou un règlement intérieur. » Mais là encore, j'ai dit attention parce que par expérience, quand l'employeur accepte les pauses cigarettes, régies ou pas, encadrées ou pas, va se poser la problématique de ceux qui ne fument pas. Et donc, il y a distorsion. Alors, distorsion en elle-même, il n'y a aucun texte qui va vous réglementer ça. Ils peuvent aller boire un verre d'eau à la place ou manger un fruit. Mais ça, il le fait pendant ton temps de travail. Et j'ai effectivement des retours d'employeurs qui me disent mes salariés se font la guerre entre eux. Et ils me disent, lui, il s'arrête toutes les heures fumer une cigarette, il se prend 5 à 10 minutes, pendant que moi, je ne m'arrête pas parce que je ne fume pas. Donc ça ne va pas. Et c'est là que je rappelle à l'employeur, encadrez vos pauses cigarettes. Vous pouvez aussi lui dire, il n'y a pas de pause cigarette. La pause cigarette se fera pendant vos 20 minutes. L'hôtesse de l'air, elle ne va pas faire une pause clope sur un vol. Vos fameuses pauses cigarettes, vous les ferez pendant vos 20 minutes de pause réglementaire. D'accord. Je suis dans les clous, dis donc. Autre chose ? Voilà. Non, je pense que je n'ai fini. Comme il faut. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, la question du mois avec Gaëtane. C'est un sujet un peu touchy, comme on dit, en substance, c'est ça ? Voilà. Alors, c'est un restaurateur en station touristique qui nous a posé cette question. Il constate que de la drogue circule au sein de la station et il s'interroge pour savoir comment est-ce qu'il peut se couvrir vis-à-vis de ce sujet si jamais il comprend que l'un de ses salariés en consomme. Voilà. On consomme et non pas voilà. Que ça son soit établissement. Consommé en dehors de l'établissement ou consommé dans l'établissement. D'accord. Donc, sur on cette parle bien question, de consommation. Consommation, tout à fait. Oui, alors là, on n'est pas sur le deal. Et oui. Ce sera la question supérieure. On va déjà commencer par la consommation. Voilà. Alors, il faut savoir que l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ça, c'est une règle d'or. Et donc, par cette phrase-là, ça veut dire que si l'employeur constate que l'un de ses salariés est sous l'emprise d'une drogue, parce qu'il y a quelqu'un qui lui en a parlé, parce qu'il va voir que la personne régulièrement devient très agressive, peut être manque de vigilance, de la somnolence, enfin voilà, l'employeur va comprendre ça. Il peut, dans le cas où ça a été prévu en amont, au règlement intérieur. Alors, je vous rappelle qu'on a fait une émission où Véronique a expliqué le règlement intérieur en février 2026. Donc, vous pouvez re-regarder cette émission sur le règlement intérieur. Mais dans la mesure où la clause a bien été mise au règlement intérieur, que que l'employeur peut dans la mesure où il constate que la santé de son salarié ou que ça peut mettre en danger quelqu'un au sein de l'établissement, il peut pratiquer un test de salivaire pour vérifier si la personne est sous emprise ou non de l'alcool. Ce test, il doit être fait... de la drogue, pardon. De la drogue. C'est une drogue aussi. Enfin, c'est aussi, il y a aussi cette possibilité au niveau de l'alcool, mais là, on est vraiment sur la drogue. Du coup, il doit le faire en présence du supérieur hiérarchique du salarié et en présence d'une tierce personne. D'accord ? Le salarié peut demander, après, s'il y a un test positif, il peut demander une contre-expertise derrière, donc un contre-test avec d'autres personnes pour contester le test fait. Bien évidemment, les deux personnes qui sont là au moment du test sont soumises évidemment à un secret professionnel par rapport à ça. Voilà, donc là, ça c'est très important, c'est qu'il y a une tierce personne et ça doit être fait uniquement si on estime qu'il y a un danger
pour la personne qui a consommé de la drogue ou pour des tierces personnes au sein de l'établissement. Voilà. Donc ça peut être parce que c'est quelqu'un en service qui va être très agressif auprès des clients, donc qui peut amener une certaine forme de violence. Il peut y avoir quelqu'un en cuisine qui va utiliser des couteaux, qui va utiliser des mixeurs, qui va utiliser peut-être des outils qui peuvent être dangereux pour lui. Donc voilà. Dans ce cadre-là, on peut faire ces tests. Voilà. Il est bien aussi de le préciser au niveau de votre DUERP en amont, c'est-à-dire de dire que dans votre établissement, il peut y avoir des risques liés à l'usage des drogues ou également de l'alcool. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi en amont mettre en place des opérations de sensibilisation. Il y a des associations qui sont là aussi pour ça, pour pouvoir, par exemple, en amont d'une saison touristique, pouvoir informer, prévenir des risques de la drogue sur les salariés. L'aider à aller mieux déjà. Ou déjà sensibiliser les salariés qui arrivent au moment de la saison touristique aux risques liés à la drogue. D'accord. Et puis, évidemment, on parle toujours sanctions. Ces sanctions, elles doivent être notées au règlement intérieur, c'est-à-dire voilà ce qui se passe. On peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave, mais tout doit être évidemment toujours proportionné. On peut commencer par un avertissement, une mise à pied, mais tout ça doit être encadré par le règlement intérieur. Voilà, donc l'information, je vous en ai parlé. Il y a une chose où il n'y a pas d'obligation pour l'employeur, c'est d'aller se rendre à la gendarmerie. Il n'y a pas de nécessité, c'est pas le rôle de l'employeur d'aller dénoncer en gendarmerie un salarié qui consommerait de la drogue. C'est pas son sujet. L'employeur, son sujet, c'est la protection du salarié et des autres salariés également. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sujet, Gaëtane. Parfait. On va parler des tendances tout de suite. On va les éplucher même. Allez, avec Chou. Elle a préparé son petit économe. On se prépare comme d'habitude à parler anglais. Hein, Daniel, quand on parle des tendances, il faut toujours plein d'anglicismes. Cette fois, c'est un peu la consommation à la carte d'un hôtel, le day use dans les hôtels. Eh bien non. J'ai changé d'avis. Bonjour Lucille. Bonjour. Et oui, parce que je me suis dit que finalement, j'allais devoir parler anglais, que ça allait être compliqué pour moi. Donc je me suis dit que j'allais plutôt vous parler d'un potentiel levier de rentabilité dans un hôtel indépendant qu'est accueillir les enfants à l'hôtel. Voilà, j'ai changé d'avis. Je suis comme ça, moi, je suis comme ça, voilà. On part moins dans tous les sens. Et donc, la vraie question, c'est se dire, aujourd'hui, je suis hôtelier. Je cherche à développer quelque chose, augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Et est-ce que finalement, accueillir des enfants dans mon hôtel, ça représente un coût ou un investissement rentable? Alors déjà, pourquoi les familles comptent? Parce que les familles ne sont pas forcément les clients les plus chers à la nuitée, mais elles sont souvent les plus rentables au global. Pourquoi? Parce qu'un séjour familial, ça dure en moyenne 2 à 5 nuits, contre 1 à 2 nuits sur une clientèle d'affaires. Une famille consomme, et elle consomme en moyenne entre 30 à 40% de ce service annexe en plus. Et en tourisme de loisirs, les enfants influencent jusqu'à 60% des décisions de réservation. Donc on ne vend pas seulement une chambre, on vend un séjour complet, d'où la notion de rentabilité. Les attentes de cette famille, ou en tout cas de ciblées sur l'enfance, elles ont vraiment évolué. On n'est plus sur je voudrais s'il vous plaît un lit bébé pour mon enfant, ça vient bien au-delà. Ces familles, elles recherchent une expérience simple et fluide, avec des chambres familiales, communicantes de préférence, de la sécurité au sein de l'établissement, bien évidemment, des espaces adaptés aux enfants et des services pratiques avec une restauration accessible. On peut jouer sur les créneaux horaires, les propositions de menus enfants, etc., etc. Le confort des enfants conditionne vraiment directement la satisfaction des parents et de fait la satisfaction du client qui paye. Les avantages économiques pour les hôteliers, il y en a plusieurs. Alors déjà, on parle de taux d'occupation, bien évidemment, parce que les hôtels familiaux, ce sont eux qui, pendant les vacances, affichent le meilleur taux de remplissage. Ça peut être également la durée du séjour, comme on l'a évoqué.
des séjours plus longs, plus longtemps, avec plus de consommation. Les revenus annexes qu'on a évoqués jusqu'à 30 à 40% pour des séjours familiaux et la fidélisation. Parce qu'un hôtel dans lequel on a été accueilli avec nos enfants et dans lequel ça s'est très bien passé, généralement, on y retourne. Les points de vigilance autour en tout cas, les contraintes à comprendre autour éventuellement de l'accueil de ce type de clientèle, ça peut être par exemple le bruit. D'accord ? Parce que vous pouvez avoir une clientèle qui vient dans votre établissement pour vraiment passer quelques instants, quelques jours au calme. Donc le bruit est vraiment un enjeu majeur de cohabitation entre les clients. On a aussi l'investissement parce que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas juste de poser un lit bébé. Adapter une chambre familiale, ça peut coûter, en fonction des aménagements, entre 2 000 et 8 000 euros. Voilà, en fonction de ce qu'on veut mettre, quel aménagement, la communication, les sanitaires, etc. Et tout le complexe annexe. Donc, ça peut être quand même un investissement pas des moindres. Et l'organisation, parce que ce qui signifie aussi, c'est que plus il y a de familles et plus on peut avoir des demandes spécifiques de logistique. De fait aussi avoir un personnel qui est à l'écoute des besoins de cette clientèle. Et encore une fois, et on le dit toujours au niveau des tendances, le positionnement de l'établissement. D'accord ? Un hôtel doit rester cohérent avec son identité et la clientèle qui cible. D'accord ? Donc vraiment, c'est cette réflexion à mener. On a pas mal d'exemples d'hôtels qui ont fait le choix d'accueillir cette clientèle. Et pas qu'en montagne. On parle de notre département, évidemment, mais pas qu'en montagne. De plus en plus, on voit arriver en zone urbaine et périurbaine des hôtels qui accueillent un type de clientèle dite familiale et qui accueillent donc les enfants. En zone urbaine, on observe de plus en plus de concepts, vraiment des concepts hybrides, très, très orientés sur la famille, même sur le jeu, qui déploient une partie de leur établissement destinée aux jeux des enfants, aux loisirs, avec des espaces ludiques. Ils viennent un petit peu casser les codes un petit peu traditionnels de juste j'accueille papa, maman et les enfants. On a aussi les établissements en zone périurbaine qui là, ce sont vraiment des hôtels qui peuvent être proches des axes routiers. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de capter la clientèle qui sera en transit. C'est-à-dire, j'arrive dans le département isérois, eh bien, voilà, je suis pas loin d'un axe routier fort. Eh bien, comment capter cette clientèle le temps d'un transit pour qu'elle vienne séjourner chez moi plutôt qu'ailleurs. Et également, la réelle attractivité touristique, outre les montagnes, je pense tout particulièrement là où vous avez des monuments, des bâtiments, etc., à Vienne, pourquoi pas, ou encore d'autres villes, où là, vraiment, l'idée, c'est de capter cette clientèle qui vient juste faire un court séjour, un week-end, 3 jours, et qui a envie justement d'allier le principe de visiter un monument et que son enfant aussi profite d'un moment différent, hormis la visite du musée. Je grossis très volontairement. Donc la question, elle reste vraiment là pour le client, c'est-à-dire comment transformer une chambre familiale en revenu global pour un séjour. Les tendances actuelles, c'est vraiment ce qu'on voit apparaître sur la nouvelle génération de ce qu'on appelle les hôtels family friendly. Il fallait bien un petit peu d'anglicisme, sinon c'était pas drôle. On a de plus en plus de chambres connectées, des espaces enfants intégrés, des offres combinées loisirs-hébergement, couplées généralement avec des partenaires locaux sur les activités nature, stations, voire même du babysitting. Ces solutions-là peuvent être proposées au sein d'un hôtel family friendly. Ça doit être proposé. Eh bien, écoutez, on leur dira. En tout cas, ce choix-là peut être en tout cas un choix économique avec une augmentation du chiffre d'affaires, du taux d'occupation et par-dessus tout de la fidélisation. Aujourd'hui, un enfant ne réserve pas une chambre, mais il influence souvent toute la décision familiale et parfois sur plusieurs séjours à venir. Eh bien, parfait. Là, on n'a rien à dire, Daniel. Ça, c'est une bonne idée. Ça va tout bien, nickel. Et ça tombe bien parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Chou. Merci Gaëtan, Daniel et tous nos invités. Et en ce bel été, soyez fiers de vos métiers qui régalent, qui font du bien, qui font du lien. Ne lâchez rien. Nous, on se retrouve le mois prochain. À très vite. Au revoir.